Bienvenue à tous dans Moment Fort et bonjour Stella Kamga. Bonjour. Alors, vous vous êtes fait connaître en juin 2020 par une vidéo virale qui dénonçait la victimisation antiraciale à la suite de l'affaire George Floyd qui avait lieu aux États-Unis. Tout à fait. Vous étiez chroniqueuse dans les grandes gueules sur RMC et vous êtes aujourd'hui auteur. Votre premier livre paru en 2022 s'appelle « La France n'est plus la France » aux éditions du Verbe Haut. Bon, nous en parlerons en fin d'émission. Mais avant ça, commençons par un chiffre. Dans une enquête récente, 91% des personnes noires interrogées en France affirment avoir déjà été victimes de racisme. Alors, déjà, comment est-ce que vous expliquez cela ? Et est-ce que la France serait un pays raciste selon vous ? Oui, bien sûr, 91%, ils ont été gentils. J'aurais cru 100%, j'aurais même cru 200% tant qu'à faire. Non, je pense que c'est un chiffre qui est sorti du chapeau parce que les gens ont tendance, je suis obligée de le préciser, ceux qui font ce genre de sondage, ils ont tendance à extrapoler les faits. 91%, je pense que c'est quand même un peu grossier parce que si vraiment c'était le cas, si la France était vraiment le pays raciste dont ils prétendent, je pense que beaucoup de Noirs ne voudraient pas venir vivre dans un pays où ils se sentiraient oppressés, maltraités, détestés et voilà, tout le champ lexical de la violence dont ils seraient victimes. Donc 91%, quand même, ça me paraît énorme, ça me paraît complètement sorti du chapeau comme un magicien, quoi. Donc j'y crois pas une seconde. Et pour vous, pourquoi est-ce que ces gens se disent, on va dire, victimes de racisme ? C'est juste qu'ils voient des actes, on va dire, anodins comme étant du racisme, ou alors, est-ce qu'ils voient peut-être des fois du racisme là où il n'y en a pas, ou c'est pourquoi selon vous ? Je pense sincèrement que parfois, effectivement, en fonction d'une attitude ou quelqu'un qui s'est levé du mauvais pied un matin, forcément, quelqu'un qui ne se sent pas en sécurité, qui est mal dans son peau ou qui a des préjugés, peut penser que la personne en face d'elle peut être raciste ou pas. Alors que, en fait, vous savez, moi, je pense déjà, premièrement, pour établir les bases, et je n'ai pas arrêté de le dire, le racisme, c'est un délit et tout le monde peut être victime de racisme. Et le racisme n'est pas propre à une couleur de peau en particulier. Quand on est discriminé par rapport à sa couleur de peau, qu'on soit noir ou blanc, on est victime de racisme. Or, ces gens qui sortent des statistiques de leur chapeau et qui essayent justement d'aggraver la situation, je pense qu'il y a effectivement des Noirs, parce que il ne m'appartient pas de déterminer, voilà, de l'expérience de tout un chacun qui a été probante ou pas, qui a été victime de racisme ou pas. C'est pas mon rôle. Mais les gens ont tendance à extrapoler à tout tout peindre en noir et se dire que si quelqu'un me regarde mal, si je n'obtiens pas systématiquement ce que je veux, forcément je suis victime de racisme, je suis victime de discrimination. Et c'est ça en fait que je déplore parce que pour le coup, s'il y a effectivement des gens qui sont victimes de racisme, leur voix est masquée par tout ce capharnaüm de personnes qui se disent victimes de racisme alors qu'elles ne le sont pas. Ensuite, c'est vrai que cette victimisation, d'une certaine manière, que vous décriez, en tout cas de votre point de vue, est-ce qu'elle vous énerve d'une certaine manière ? Est-ce qu'au final, vous ne dites pas, comme vous venez de dire, certains sont vraiment victimes de racisme, on les entend moins à cause de ça, et au final, ça crée quand même une mauvaise ambiance, entre guillemets, dans la société. Ça. C'est exactement ça. Elle ne se contente pas que de m'énerver, cette victimisation-là. Elle m'horripile même. Elle m'exècre parce que il y a effectivement, probablement, des gens qui peuvent être victimes de racisme. Mais à la minute où, par exemple, pour le coup, quelqu'un qui est véritablement victime de racisme va se plaindre, on va mettre cette personne-là dans le même panier que tous les autres. Vous connaissez la fable de la personne qui n'arrêtait pas de crier au loup, au loup, au loup. Et quand finalement le loup s'est pointé dans le village, plus personne ne l'a cru quand il a véritablement crié au loup. On a eu tellement d'exemples dans cette société et on en a marre. Est-ce que je peux les citer ? L'affaire Traoré, victime de racisme, la police tue, ainsi de suite. Telle personne qui n'est pas d'accord parce que les pansements ne sont pas de couleur noire. Oui, j'ai été victime de racisme parce que j'avais pas mes chaussons de danse qui étaient noirs. Oui, j'ai été victime de racisme parce que mon stylo était pas de la bonne couleur, mes cheveux n'étaient pas appréciés, mon style vestimentaire était trop... En fait, pour un oui ou pour un non,
pour un détail ou pour un autre, ils crient au loup. Ils n'arrêtent pas de pourrir l'ambiance avec. Et donc, on ne peut plus rigoler, on ne peut plus débattre, on ne peut plus discuter. Parce que si tu as ne serait-ce qu'un point qui diverge, qui essaye d'amener le débat, directement on te catalogue. Tu as l'étiquette d'extrême droite, tu as l'étiquette du racisme de service, ainsi de suite. Et donc, les gens, ils ont même peur d'aborder certains sujets, de peur qu'on les interprète mal. Pourquoi on les interpréterait mal? Parce que justement, on vit dans une société qui est susceptible, qui n'accepte plus le débat, qui n'accepte plus la discussion et qui frustre les gens. Et donc, les gens commencent à se lâcher, à se dire, de toutes les façons, on en a marre. Pense de moi ce que tu veux. Si j'ai à dire quelque chose, eh bien, je veux le dire. Et donc, oui, les gens n'ont plus peur de l'étiquette de raciste ou d'extrême droite. S'ils ont à dire, ils vont le dire. Mais le problème, c'est que jusqu'où ça va aller? Et c'est là, en fait, où se situe moi, mon combat. Parce que ça me débecte de savoir qu'il y a des gens qui, effectivement, ont la même couleur de peau que moi et on peut m'assimiler à eux. Parce que eux, c'est des guignols, c'est des gens qui n'arrêtent pas d'appeler au loup, de crier au loup, de se plaindre, alors que nous autres, on n'a pas les mêmes problèmes. Je ne dis pas qu'il ne faut pas s'inquiéter ou gérer ou résoudre le problème de racisme dans la société, mais ce que je dis, c'est qu'il faut arrêter de crier au loup pour un oui ou pour un non. C'est vrai que des fois, même les gens utilisent le racisme comme une forme d'arme de défense. Exactement. Dès qu'il y a quoi que ce soit qui est dit, par exemple vis-à-vis de la police, on voit souvent des fois dans les reportages faits qui accompagnent la police, dès que la police interpelle des gens, ils disent oui, mais me touchez pas, sinon je dirais que vous êtes raciste. Exactement. Et surtout, cette forme cette façon de faire est d'autant plus pernicieuse quand on sait qu'ils ne dénoncent pas tous les racismes. C'est-à-dire que un noir qui serait victime, ou victime même c'est trop dit, qui serait en altercation avec une personne blanche, il crierait facilement au racisme. Mais un noir qui est en altercation avec un arabe, qui va le traiter de sale nègre, qui va le traiter d'esclave, qui va le traiter de toutes sortes de noms d'oiseaux, là bizarrement, il y a personne qui va dénoncer ce racisme-là. Donc ils choisissent les racismes qu'ils dénoncent, ils choisissent les personnes qu'ils dénoncent, ils choisissent les couleurs de peau qu'ils dénoncent. Et donc pour moi, effectivement, ça décrédibilise leurs paroles, leur soi-disant combat de lutte contre le racisme. On a très bien vu d'ailleurs le parfait exemple avec SOS Racisme, qui n'arrête pas de dire oui, les Blancs sont racistes, la France est raciste, ainsi de suite, alors que son président a traité Jean Messia de chameau, pardon. Donc à un moment donné, je veux bien qu'on dénonce les racistes, on dénonce le racisme, qu'on règle ce problème-là, qu'on le résolve, mais qu'on ne choisisse pas en fait en fonction de la couleur de peau, de l'ethnie, de l'origine, qui est le raciste attitré et qui ne l'est pas. Jamais, au grand jamais, on ne verra un Français expulser un Noir de son logement en le traitant d'esclave. Ça n'a jamais... Je n'ai jamais vu ça. Par contre, quand on entend les gens de SOS Racisme, toute cette gauche victimaire là, prendre à bras le corps le sujet du racisme, quand on les entend parler, pour eux, la situation des Noirs en France est pire que la situation des Noirs en Tunisie. D'ailleurs, à ce propos, on a eu Assa Traoré qui, devant le micro des Nations Unies, a dit que les Noirs et les Arabes étaient en danger en France. Alors qu'au grand jamais, on a vu des Blancs faire des milices, arrêter des Noirs, les passer à tabac, les éjecter de leur logement, ainsi de suite. On n'a pas vu toute l'horreur qu'on a vue en Tunisie pendant 2, 3, 4 semaines. Et bizarrement, les réactions étaient assez timides. Dénoncer cette violence-là, ce racisme-là, on n'en a pas vu beaucoup des masses prendre les devants. Pas du tout. Ensuite, une deuxième actualité. Selon l'Agence européenne des droits fondamentaux, 8 femmes sur 10 ont peur de rentrer seules chez elles le soir. En parallèle, vous avez vu qu'il y avait eu un hashtag viral sur TikTok qui relatait le harcèlement vécu par certaines femmes dans le métro. Les obligeant quand même à porter un vêtement plus large, un peu pour cacher leur vêtement de soirée en dessous et leur forme. Et, voilà. Et vraiment, ma question, c'est à défaut d'assimiler les immigrés, est-ce que ce ne sont pas les immigrés qui assimilent la France à leur propre culture ? Mais c'est ça. Non, en fait, les mesures sont...
Les mesures pour lutter contre le harcèlement de rue dans les métros, dans les transports en commun sont tellement grotesques. On demande aux femmes de porter des vêtements larges et puis quoi encore, bientôt on va se balader avec des couettes, on va se balader avec nos draps pour éviter qu'on nous regarde. Non, écoutez, moi personnellement, si je voulais être tout le temps en hijab ou en niqab ou alors en abaya, écoutez, je serais allée dans un pays qui adopte ce style vestimentaire-là. Je n'ai pas grandi avec cette culture-là, ce n'est pas la mienne et je refuse qu'on m'impose de m'habiller d'une certaine façon parce que si je ne le fais pas, je vais me faire agresser. Non, c'est la peur qui doit changer de camp. C'est les agresseurs qui doivent avoir peur d'agresser. C'est pas l'inverse. Et ça, c'est ce que je déplore en fait. C'est-à-dire que si une personne se fait agresser malheureusement dans les transports, très souvent, peu de personnes voudront réagir ou voudront aider l'agressé parce que si tu interviens, il y a des chances que la justice se retourne contre toi. Et ça fait mal au cœur. Ça voudrait dire quoi? Qu'on préfère qu'une personne se fasse agresser au lieu d'aider la personne et de remercier en fait le sauveur qui est venu aider l'agressé. Ça, c'est triste. En fait, on vit dans un système, et ça, c'est vraiment trop dommage, que l'agresseur n'a pas peur d'agresser. Il ne panique pas. Parce c'est plus la victime qui a peur de répondre. Exactement. C'est la victime qui a peur de se défendre. Parce que si tu te fais agresser, l'agresseur, soit il fait ce qu'il a à faire en toute impunité, il n'y a personne qui va venir à ton secours, soit si quelqu'un vient à ton secours et te défend contre cette personne-là, eh bien c'est ton sauveur qui ira en prison. Je ne comprends pas en fait cette inversion de la charge accusatoire quand on sait très bien que normalement, c'est pas ça en fait le but de la justice. La justice est là pour défendre, pour protéger les opprimés, pas pour protéger les agresseurs. En parlant de féministes, est-ce que vous ne pensez pas que ces combats-là, qu'on pourrait considérer comme étant l'essence même du féminisme, faire en sorte qu'une femme puisse s'habiller comme elle le veut, sans se faire agresser dans la rue, est-ce que vous ne trouvez pas que ce combat-là est devenu un peu ringard face au nouveau combat LGBT? C'est même, limite, j'ai même envie de dire que ce combat-là, pour les nouveaux féministes d'aujourd'hui, c'est une espèce de défense du patriarcat extraordinaire. C'est-à-dire que normalement, les féministes auraient dû s'approprier ce sujet-là et défendre les femmes dans les transports qui se font agresser par des personnes étranges, nocives et dangereuses. Mais comme il ne faut surtout pas dire que très souvent, les victimes se font agresser. Enfin, il ne faut surtout pas parler de statistiques ethniques. Il ne faut surtout pas dire que très souvent, les agresseurs ont des origines. Eh bien, d'une certaine manière, elles refusent d'aborder ce sujet-là. Et donc, elles sont dans une espèce de déni de réalité. Vous êtes pour les statistiques ethniques? Je suis complètement pour. Je suis pour les statistiques ethniques parce que ça va mettre les gens face à leurs responsabilités. Moi, je suis pour parce que quand je dis aux gens qu'il faut se comporter dans la société de telle enseigne que ça évite justement qu'on ait des préjugés sur les étrangers, c'est parce que je me sens concernée. Moi, je préfère qu'on sorte des statistiques ethniques et que toute personne, avant de poser un acte, parce que quand tu sais que tu n'es pas chez toi, quelque part, même si tu ne le veux pas, tu es l'ambassadeur d'où tu viens, avant de poser un acte, tu fais attention. Parce que tu sais que l'acte que tu vas poser, même si en temps normal, c'est pas normal, mais ça te rend responsable de tout ce qui va se passer après. Donc oui, malheureusement, je suis la première à le dénoncer. C'est inadmissible qu'on vit dans une société où les étrangers sont censés être des minorités, mais la grande majorité des crimes, des délits, des agressions, des viols et autres qui se passent dans cette société sont le fait des étrangers. Et ça, je ne le dirai jamais assez. Et donc, pour que ça change, il faut, dans un premier temps, dénoncer. Deuxième temps, sortir les statistiques ethniques, mettre les gens face à leurs responsabilités. Et quand je parle de gens, je parle autant les immigrés que les gens qui refusent de parler de ça. Parce que pour moi, ceux qui sont dans l'omerta et qui se taisent et qui ne veulent pas dénoncer ce sujet-là encouragent d'une certaine façon une continuité dans les agressions qui se passent dans les transports. Donc oui, il faut des statistiques ethniques pour bien rappeler aux gens qu'il faut qu'ils réalisent en fait qu'il y a des agresseurs qui ont une certaine origine, il faut leur parler, il faut que la justice fasse son travail, il faut protéger les victimes et surtout, il faut mettre les gens face à leurs responsabilités. C'était il y a un peu plus longtemps, mais c'est vrai que je trouvais ça donc important. C'était un peu la dernière pierre, on va dire, qui pour moi en tout cas manquait aux deux premières actualités. Une agression à Nice. Un couple traité de sale français de merde et de sale blanc se font tabasser par 8 individus juste pour un mauvais regard.
alors qu'à juste titre, la moindre fait, on va dire raciste en France, fait presque la une des journaux. Là, on n'en a quasiment pas parlé. Alors, pourquoi ? C'est vrai qu'on peut se demander, est-ce que c'est pas à cause du fait que ce soit un acte anti-blanc ? Est-ce que c'est pas à cause de ça que personne n'en a parlé ? Comme je l'ai dit justement au début de cette émission, pour moi, toute personne qui est victime de discrimination, de violence à cause de sa couleur de peau est victime de racisme. Et donc, il est inadmissible, effectivement, que pour une agression qui se passe, je ne sais pas où, à Perpète-les-Oies, je ne sais pas, pour un mauvais regard, et que la victime, c'est un noir, on fasse que toute la presse s'en charge, on parle, fasse un tabac médiatique. Très souvent, c'est injustifié. Quand on creuse un peu plus la question, on se rend compte que, malheureusement, les victimes ne sont pas toujours les victimes qu'elles prétendent être, mais bon, c'est pas le sujet. Mais comment ça se fait que quand un couple de blancs se fait agresser et se fait traiter de sale blanc et tout ce qui est propos racistes, pourquoi on n'en parle pas ? Moi, je suis contre ça, en fait. Et je l'ai toujours dénoncé. C'est inadmissible. On doit traiter tous les racistes et dénoncer le racisme de la même manière. C'est un délit. C'est un délit. Le racisme, le racisme n'est pas la propriété exclusive d'une couleur de peau. Tout individu qui se fait discriminer à cause de sa couleur de peau est victime de racisme et donc mérite d'être protégé et défendu par la justice. Donc il est inadmissible que parce qu'on est blanc, eh bien on peut se faire traiter de sale blanc et ça passe. Et parce qu'on est noir, si on se fait traiter de sale nègre, et là bizarrement... ça passe, tout le monde en parle, toute la presse en parle, on fait un tapage médiatique, ça va être l'hymne national des médias pendant 1, 2, 3 semaines, et quand c'est un blanc qui est victime de racisme, on n'en parle pas. Pour moi, c'est pas normal. C'est une forme d'injustice et ça n'encourage pas justement le vivre ensemble que beaucoup essayent de nous vendre en fait. Ça n'encourage pas ça parce que moi, je me mets à la place de ce couple et je me dis, moi, quand j'ai été victime, il n'y a personne qui m'a défendu. Pourquoi est-ce que je devrais être solidaire d'une autre personne qui est victime de racisme simplement parce qu'elle est noire ? Moi, je me mettrais à la place de ce couple, je réfléchirais comme ça. Est-ce que c'est une bonne façon de réfléchir ? Pas spécialement. Mais quand on traite les sujets comme ça, à l'emporte-pièce de façon différente, on crée une forme d'injustice. Et donc, il y a une partie de la population qui se sont lésées, abandonnées, et pourtant, elle est chez elle, si je peux me permettre l'expression, et elle mérite d'être aussi protégée que des étrangers ou des personnes d'origine étrangère. Ce n'est pas normal. Est-ce qu'à votre avis, il y a un tabou sur ce racisme anti-blanc ? Pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas autant ? Il y a effectivement un tabou, parce qu'on a eu des personnes comme Rokhaya Diallo qui sont allées dans les médias pour expliquer que le racisme anti-blanc n'existait pas. C'est faux. C'est faux. Traiter quelqu'un de sale blanc, ça fait mal au cœur que traiter quelqu'un de sale noir. Traiter quelqu'un de sale porc, ça fait mal au cœur que traiter quelqu'un de singe. Donc, à un moment donné, il faut arrêter. Il y a des gens qui ont été victimes de racisme, des blancs qui ont été victimes de racisme, parce qu'ils étaient blancs. Et je ne le sais que trop bien. Je viens des pays où, je viens d'un continent où, vu qu'on n'a pas beaucoup de blancs qui s'y baladent, très souvent, quand on voit un blanc, on le traite de fantôme parce qu'on a l'impression qu'il va disparaître parce qu'il est trop blanc. Ou alors, on a envie de tousser ses cheveux, ou parfois, on imite son accent, des trucs comme ça. Alors que une personne noire qui vit la même chose ici, va dire qu'elle est victime de racisme. Donc, je ne le sais que trop bien. J'ai vécu dans les deux paradigmes, dans les deux contextes, dans les deux références. Et je peux dire qu'effectivement, un blanc peut être victime de racisme. Et un noir peut être victime de racisme. Et le racisme, l'accusation de racisme ou alors la dénonciation du racisme n'est pas exclusive à la couleur de peau noire. Non. Quand on traite quelqu'un, on discrimine quelqu'un, quand on agresse quelqu'un verbalement, physiquement, parce qu'il est blanc ou parce qu'il est noir ou parce qu'il est jaune, parce que cette personne est victime de racisme et cette personne mérite toute notre sympathie, tout notre soutien, tout notre courage. Et la justice devrait et doit protéger toute personne victime de racisme. Très bien. Maintenant, une question, on va dire, un peu plus sensible, entre guillemets. Vous avez la peau noire, oui. Vous êtes étrangère. Est-ce que c'est pas paradoxal d'avoir nommé votre livre « La France n'est plus la France » ?
certains ont dû, on va dire, vous le reprocher d'une certaine manière. Les gens qui n'ont pas lu le livre et qui n'ont pas compris mon propos, effectivement, m'ont reproché ce titre en me disant oui, tu viens d'arriver, déjà, d'où tu te permets de prendre ce titre et dire que la France n'est plus la France, t'es qui? Ça, c'est la partie noire. Et la partie blanche, c'était une incompréhension. Une fois qu'on lit le livre et qu'on comprend où je veux en venir, je pense que tout s'éclaircit. Dès le départ, quand je suis arrivée en France, j'ai été confrontée à, je ne sais pas si je dois dire de la différence, mais comme un choc de culture, c'est ça, c'est l'expression que je cherche. Quelle ne fut pas ma surprise de me rendre compte que Paris avait quelque chose d'africain. Quand je dis quelque chose, c'était pas que parce qu'il y avait beaucoup de noirs, en fait, je ne me sentais pour le coup pas dépaysée, et c'était inquiétant pour moi parce que j'étais venue en France pour rencontrer des Français, pour connaître cette culture-là, que quelque part je voulais connaître avec cette curiosité-là. Donc, quelle ne fut pas ma surprise de me rendre compte qu'il y avait une partie de l'Afrique à Paris. Enfin, oui, et pour moi, c'était un peu trop. Non pas que je sois xénophobe ou que je déteste les Noirs ou quoi. Non, ça n'a rien à voir. Au contraire, je peux pas détester les Noirs, je suis noire. C'est vrai que, par exemple, tout le monde, on va dire, quand il va aussi bien pour s'installer que pour voyager, aime retrouver dans le pays où il va ce que fait le pays pour lequel il va. C'est-à-dire que si tous les pays sont pareils, ça n'a aucun intérêt de voyager. Exactement. Voilà. Si je vais en Inde, c'est pas pour rencontrer des Chinois. Voilà. Et si je vais en Chine, c'est pas pour rencontrer des Camerounais. Le but, justement, quand on voyage, c'est pour rencontrer justement ce que qu'on n'a pas chez nous. Cette différence-là, cette culture-là, on va en mode explorateur, en mode découverte. Donc, quand on était à Barbès, on a fait vraiment tout, Barbès, Strasbourg, Saint-Denis et autres. Et ensuite, on a fini le soir à Sacré-Cœur, à la basilique de Sacré-Cœur. Là, j'ai vu la France. Et j'avoue que j'étais confuse, c'est l'expression. Parce que j'ai cherché à comprendre pourquoi il y a trop de... Est-ce que Paris est divisé en deux? D'un camp, il y a des Noirs, et puis de l'autre, il y a des Blancs. Je ne comprenais pas. Ensuite, j'ai vécu dans des endroits où, effectivement, il y avait pas mal de Noirs, et je voyais leur façon de fonctionner. Il n'y avait pas véritablement de changement. C'est-à-dire des gens qui sont arrivés ici, qui continuaient de parler leur langue, de s'habiller en boubou, de manger le couscous grec, et tout ça. En fait, ils ont importé l'Afrique en France. Et moi, je me demandais quelle était l'utilité. Parce que si vraiment ton pays te manque, ton continent te manque, c'est pas la peine de partir. Il faut rester sur place. Ça, c'est mon avis. Et ça, je le dis du plus profond de mon cœur avec tout l'amour que j'ai pour mon pays. Et ça, je ne le changerai pas. C'est-à-dire que je ne suis pas partie du Cameroun pour venir vivre comme une Camerounaise ici, manger camerounais, m'habiller, parler, machin. C'est pas le but du voyage. Le but, c'est la découverte. C'est chercher à comprendre comment les autres évoluent, comment ils parlent, ils travaillent, qui ils sont dans leur essence. Et donc, venir ici et justement vivre comme une Camerounaise alors qu'il y a des Français et essayer de comprendre, d'une certaine façon, je m'ostracise toute seule. Je m'enferme toute seule avec des idées, une communauté, ainsi de suite. Et puis, bizarrement, les gens qui font ça, qui se comportent comme ça, sont surpris et ils se disent « Ah ben moi, on m'aime pas. De toute façon, les Blancs, ils n'aiment pas les Noirs. » Mais quand vous arrivez et que vous vous enfermez dans vos traditions, dans vos coutumes, dans vos mets, dans tout ce que vous êtes, c'est-à-dire que vous êtes fermé, vous refusez cette ouverture-là, ouverture à l'autre, ouverture au monde, il n'est pas surprenant que les gens ne comprennent pas, en fait. Ce n'est pas les gens qui ne vous acceptent pas, c'est vous qui vous enfermez tout seul. Et qui, par conséquent, la conséquence, elle est là, c'est que on ne sait pas trop comment vous prendre, parce qu'on a peur de vous approcher, de vous aborder. Mais c'est à vous, quand vous venez chez les gens, d'essayer de comprendre comment ils fonctionnent, ce qu'ils mangent, comment ils parlent, comment ils travaillent, comment le pays fonctionne, comment la culture fonctionne, comment le système fonctionne. Et une fois que tu as compris le système et que tu l'as adopté et que tu as compris, en fait, pour moi, tout ça se résume en une phrase. À Rome, fais comme les Romains.
en France, vis comme les Français. Au Cameroun, vis comme les Camerounais. Mais ça t'évite un certain nombre de bavures et de ressentis où tu penses qu'on ne t'aime pas ou qu'on ne t'apprécie pas. Et donc maintenant, ma dernière question, est-ce que vous pouvez me donner une personnalité, qu'elle soit politique, médiatique ou autre, qu'on pourrait dire comme étant très éloignée de vos idées, mais que vous appréciez, que ce soit par sa personnalité, son travail, son talent ou autre? Éloigné de mes idées? Ouais, plutôt éloigné de vos idées, mais que vous aimez bien quand même. Éloigné de mes idées, c'est dur quand même. Ouais. Parce que proche de mes idées, oui, je peux trouver, mais éloigné de mes idées... C'est plus difficile. C'est plus difficile. Quelqu'un vous a dit, voilà, c'est vrai que je suis pas forcément d'accord avec lui, mais il est sympathique, il travaille bien. Est-ce qu'il est pas sympathique, la personne que finalement j'ai trouvé, mais la personne n'est pas forcément sympathique, mais je l'adore depuis un moment, et je peux même vous dire pourquoi. Ah, bah allez-y. Emmanuel Macron. Alors, je vous dis pourquoi. Pendant la campagne présidentielle, j'ai fait partie de tous ces gens-là qui ont appelé les gens à bien voter. Et à ne pas voter justement Emmanuel Macron parce qu'il avait déjà fait ses preuves. Il vous avait déjà donné 5 ans et il avait déjà montré de quoi il était capable. Et bizarrement, on a eu des personnes qui ont fait option castor, ils sont allés faire barrage et maintenant c'est eux qui tapent dans les casseroles, qui nous parlent de réforme des retraites et qui se plaignent à gauche à droite. Et j'ai vu une vidéo qui m'a fait rire, je suis désolée, la pauvre dame elle pleurait, mais moi ça m'a fait pire rigoler. Elle disait au président de la République, mais monsieur, on a fait barrage contre le RN. Et le mec il lui a répondu, mais je vous ai rien demandé moi. Et ça m'a fait plaisir. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, il faut que les gens prennent leurs responsabilités en main. Il faut que les gens arrêtent d'être des castors ou des moutons. C'est-à-dire, on leur dit, ne votez pas tel parce que telle personne est d'extrême droite. Et puis, ils disaient, ils ont dit qu'on ne doit pas voter pour eux parce que c'est facho. Eh bien, je ne vote pas, je vais faire barrage. Et maintenant qu'ils font barrage, ils ont fait barrage. Et ils découvrent que l'eau mouille et que le feu brûle. Tout le monde dit, oh, on n'aurait pas dû voter. Oh, finalement, on n'aurait pas dû faire barrage. Ouais, mais vous avez voté pour lui. Emmanuel Macron, quand il a été élu, quand il était en campagne, il a dit, à la minute où je serai élu, je ferai passer ma réforme des retraites. Il n'y a pas de tromperie sur la marchandise. Donc, vous ne pouvez pas voter quelqu'un et espérer qu'il mette en place le programme présidentiel de Jean-Luc Mélenchon. Ça n'a aucun sens. C'est contre-sens, c'est contre-nature. Et il a raison quand il prend la parole et qu'il est hautain et qu'il les méprise maintenant. Et beaucoup de gens, ils sont là, ils disent « Ouais, il est méprisant, il est hautain. » Oui, mais vous ne découvrez pas le personnage. Vous avez eu 5 ans d'essai et ensuite, il fallait changer la donne. Vous ne l'avez pas fait. Maintenant, vous venez me parler de révolution, de non à la retraite. Non, il faut qu'il démissionne. Non. Finalement, je suis d'accord. Il faut qu'il leur montre bien que faire barrage, au final, ça ne sert à rien. Votez pour les gens qui vous promettent ce que vous méritez et arrêtez d'écouter les gens qui vous disent ne votez pas pour X ou Y parce que c'est l'extrême droite, parce qu'il faut faire barrage, ainsi de suite. Non. À un moment donné, il faut traiter les Français comme des adultes et il faut que chacun prenne ses responsabilités. Si vous avez voté pour quelqu'un, ça veut dire que vous aviez lu son programme présidentiel et donc vous étiez d'accord. Cette histoire de vote par barrage, je suis contre maintenant. Vous avez fait un vote d'adhésion et donc assumez. Arrêtez de nous empêcher d'aller au boulot, de gréver par-ci par-là. Vous avez voté pour quelqu'un, vous saviez ce qu'il allait faire, donc laissez-nous tranquilles. Donc oui, pour le coup, éloigné de mes idées, mais qui depuis un moment me fait vraiment plaisir parce que il met cette gauche-là en difficulté. Exactement. Moi, c'est Emmanuel Macron. Ok, très bien. Bah, assez étonnant. J'aurais pas misé sur lui. Mais... Moi non plus. Mais en tout cas, merci beaucoup. C'était la Kamga d'avoir été aujourd'hui avec moi pour parler de ces 3 actualités, donc principalement culture, racisme, antiracisme. C'était une émission très intéressante que j'ai pris beaucoup de plaisir merci de m'avoir à animer. Merci à vous de nous avoir écoutés et moi je vous dis à bientôt.